Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, Quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle de la plus grande escroquerie médicale, les vaccins. Imaginez les vaccins qui ont été injectés dans votre enfance et ceux que vous infligez à votre chère progéniture ne sont que douleurs et pleurs inutiles. Depuis l'invention de la vaccination, il y a un peu plus de 2 siècles, la médecine a imposé son autorité scientifique pour nous manipuler et développer une véritable croyance infondée. L'État a rapidement rendu obligatoire la vaccination aux citoyens ignorants et organisé sa surveillance. Ce mensonge s'est propagé grâce à l'influence de quelques médecins et les prétendues découvertes d'imposteurs tels que Louis Pasteur. Plus inquiétant encore, lorsqu'on vous contraint à une injection censée réduire votre risque de contracter la rougeole ou la grippe, c'est en fait à une autre maladie que l'on vous propose de vous exposer. Autisme, sclérose en plaques ou cancer sont injectés à tour de bras. Les laboratoires pharmaceutiques, principaux bénéficiaires d'un juteux marché mondial, ont compris leur intérêt dans cette course à l'injection. Les Big Pharma, ces entreprises transnationales prospèrent sur les maladies qu'elles prétendent prévenir. Chaque nouvelle catastrophe sanitaire est l'occasion pour elles de réapparaître avec des vaccins coûteux. Et le phénomène prend de l'ampleur, avec une liste de vaccins obligatoires qui s'allonge au fil du temps. La vaccination, c'est l'occasion pour Tous Parano d'évoquer l'État au service d'un capitalisme médical qui étend son pouvoir jusque dans nos veines. La vaccination ou l'histoire de la plus grande supercherie médicale. Bonjour, je suis dans la médecine et je suis là pour vous donner les faits à propos des vaccinés. Faits! La vaccination provoque l'autisme, la paralysie ou même encore la mort. Faits! Vacciner rime avec masturber. Laisseriez-vous un docteur faire ça à votre enfant aussi? Faits! Oh yeah! Dites non au vaccin. Tous parano. Les mouvements anti-vaccination suivent l'avancée des découvertes médicales et des évolutions de la société depuis l'invention du vaccin, et même avant. Au fur et à mesure des découvertes, un millefeuille d'arguments contre la vaccination s'est constitué. Les anti-vax d'aujourd'hui en sont les héritiers directs. Chaque génération a apporté sa pierre à cette histoire qui continue, Gaël, de s'écrire devant nos yeux. Bon alors très bien, mais comment tout ça a commencé ? Tout ça a commencé au XVIIIe siècle avec la variole, aussi appelée à l'époque petite vérole, qui sévit dans tout l'Occident. Depuis la disparition des grandes épidémies de peste, la variole est le fléau du siècle des Lumières. 10% de la mortalité générale lui est imputable. Toutes les couches sociales sont touchées. C'est très contagieux, la variole, c'est une horreur. La maladie débute effectivement par une fièvre, des douleurs intenses, puis se manifeste par une éruption de cloques purulentes. Tuant un malade sur 5, Et elle laisse la majorité des survivants défigurés par des cicatrices terribles. Ils deviennent même parfois aveugles. Face à ces ravages, tout le monde cherche un moyen de s'en prémunir. Faut savoir qu'à cette époque, il n'y a aucune notion d'hygiène. On ne connaît pas l'existence des bactéries ou des virus. Mais certains voyageurs ont vent d'une nouveauté. Un procédé d'inoculation nommé pour le coup variolisation. Qu'est-ce que c'est la variolisation ? C'est une méthode qui consiste à transmettre volontairement la variole d'un sujet atteint à un sujet sain dans le but de l'aider à se prémunir contre la maladie. La variolisation, on met en contact un patient sain qui n'est pas atteint par la maladie avec du pus d'une personne infectée. Si dans 1 ou 2% des cas cela entraîne la mort du patient sain, dans la grande majorité ça lui permet de développer une immunité à la variole. La méthode était connue depuis longtemps en Orient, en particulier dans l'Empire ottoman, et qu'elle est rapportée au XVIIIe siècle par l'épouse d'un ambassadeur anglais. Et cette femme, c'est Lady Montagu. Alors Lady Montagu, effectivement, la variole a tué son frère. Elle-même, elle est défigurée à cause de la variole. Et elle revient à Londres, après avoir passé quelques années hors de la Grande-Bretagne. Et elle s'angoisse pour la santé de ses enfants. Et c'est là qu'elle insiste donc pour que son fils et sa fille
subissent donc cette variolisation qu'elle a vue en Turquie. Elle avait remarqué que les femmes des quartiers populaires pratiquaient cette méthode de la variolisation sur leurs enfants, et ce, dès le plus jeune âge. Et puis surtout, ça semble fonctionner. Oui, dans la société stambouliote, cela semblait être la continuité des soins portés par les mères à leurs nouveau-nés. Et donc, Lady Montagu lutte pour convaincre un praticien de réaliser la variolisation sur ses enfants. Donc nous sommes en 1721. Et elle y parvient. Et cet acte sans précédent, finalement, entraîne un grand débat dans le milieu médical londonien, tout d'abord, et puis en Europe. Tous parano, tous parano, tous parano. Alors les opposants à la variolisation sont nombreux à cette époque. Mais nous retiendrons, comme fer de lance de ce mouvement en France, un médecin qui officie alors à Port-Royal, c'est Dr Philippe Eke. Un personnage particulier que ce docteur Eke. Fervent chrétien, il soigne d'ailleurs les malades de manière assidue, avec, dit-on, bonheur auprès des religieuses. Et à l'hôpital, comme ailleurs, il se soumet d'ailleurs à un régime strict, un régime monacal, se vouant au jeûne et à l'abstinence. Il disait que la nourriture était source de toutes les maladies. La saignée restait à ses yeux l'idéal du bon traitement. Toujours est-il que c'est une sommité à son époque. Oui, il est médecin à la cour de Louis XIV. Alors pour ce docteur Eke, le nouveau procédé de variolisation apporté par Lady Montagu, dit-il, n'est qu'un remède de bonne femme, importé de plus des contrées nègres. Oui, c'est pas très poétiquement correct, mais nous sommes au XVIIIe siècle. Et Dr Eke devient l'un des plus virulents pamphlétaires antivarioliques. Le docteur Eke va s'attaquer à la manière dont on pratique cet acte, et il va pointer finalement le manque de recul scientifique et l'amateurisme de ses confrères qui inoculent la variole. Et puis, il faut dire qu'effectivement, il y a des morts parmi les inoculés. C'est plus important sans doute. Les antivariolisations sont parfois véhéments. Oui, certains médecins se font même menacer. Ou même lyncher. Ces inoculations seraient de véritables assassinats, selon ses détracteurs. Si on ne peut pas attraper la variole, en tout cas, avec la variolisation, c'est l'infection à coup sûr, de fait. Oui, et certains pamphlets mettent en garde contre cette pratique qui peut cacher des crimes. Ouais, écoutez ce qu'on peut lire à l'époque. Le père qui voudra tuer ses enfants ou sa femme y trouvera une belle occasion, de même que la fille-mère qui cherche à avorter. Et puis arrive maintenant l'argument de l'argent. Parce que, en contournant la faculté de médecine, et en faisant de l'inoculation une pratique de salon surtout, elle assure la fortune des médecins courtisans. Oui, dites-vous bien qu'en France, à cette époque, une inoculation, ça coûte 25 louis d'or. C'est énorme. Je me rends pas bien compte. Tu peux nous expliquer un peu ce que ça donne ? Cela fait environ 600 livres. Et 600 livres, c'est environ 6 années de travail au champ. Ouais, ça fait cher l'inoculation. Cette pratique, c'est donc une affaire de riches, qui sont d'ailleurs encouragés par des philosophes athées et dépravés, Voltaire est l'un d'entre eux. Donc pour ses détracteurs, la cause est entendue. Tous parano. Tous parano. Tous parano. La variolisation, c'est le début des pratiques d'immunisation qui précèdent la vaccination. Sans variolisation, pas de vaccination. On ne peut pas vous livrer un sujet comme ça sans vous expliquer quelles en sont les racines. Et donc c'est parce que le vaccin n'a pas encore été inventé qu'on n'en a pas parlé. Mais rassure-toi, nous y voilà. Installe-toi, Geoffroy. Installe-toi confortablement. Écoute. Alors tout commence donc avec la découverte stupéfiante d'un médecin de campagne anglais qui va changer la donne. Il s'appelle Edward Jenner. Il vient du comté de Gloucester, comme chacun sait, au sud-ouest de l'Angleterre. J'aime bien quand tu dis comme chacun sait. Oui, je prends pas les gens pour des imbéciles. T'as raison, moi j'en étais un. Scientifique, naturaliste, biologiste et médecin, il est considéré comme le père de l'immunologie. Et il aime par-dessus tout les expériences. Son leitmotiv, ne croyez pas, essayez. Essayez pas tout. Quand même. Ouais, non, c'est sûr, ça peut attirer des ennuis. Reste que c'est cette ouverture d'esprit qui lui a permis de remarquer un phénomène intéressant. En battant la campagne, il allait révolutionner la médecine. À la fin du XVIIIe siècle, Edward Jenner, médecin anglais, est submergé par les cas de variole, une maladie grave appelée aussi petite vérole. Observateur, il constate que les vachers n'en souffrent jamais.
En revanche, ils ont souvent la vaccine, maladie qui provoque la formation de cloques totalement bénignes. Ils prélèvent alors le pus d'une cloque apparue sur les mains d'une paysanne et l'inoculent à un jeune garçon du coin. Opération réussie, le garçon est immunisé contre la vaccine, mais aussi la petite vérole. Jenner appellera ce procédé la vaccination, du latin vacca, la vache. Eh oui, vaccina, ça veut bien dire vache en latin. Oui, et c'est du mot vache, du coup, que découle le mot vaccin. Incroyable. En tout cas, cette première vaccination est une réussite, et donc ça donne envie à Jenner d'aller plus loin, et il va inventer une méthode qui va consister à utiliser l'enfant immunisé pour vacciner, en fait, de bras à bras. Et donc il est rapidement célébré dans toute l'Angleterre. Il obtient des subventions, et au tournant du 19e siècle, la mortalité due à la variole est divisée par 10 à Londres, et puis à Paris, où on a suivi le mouvement, parce qu'effectivement, c'est spectaculaire. Et puis, on a toutes ces fioles de vaccines alors qui sont produites. Oui, là, de la lymphe de vache avec laquelle on peut vacciner à gauche, à droite. Mais donc, il y a tout un marché qui se crée avec des fioles de vaccines qui circulent. Pour gagner l'Inde ou l'Amérique, enfin c'est l'empire colonial britannique. On est donc face à une immunisation de masse, non plus à l'initiative des particuliers, mais bien à la charge de l'État. Un mouvement d'ampleur qui est désormais en marche. Et Napoléon, si on veut citer un exemple français, fait vacciner son armée, mais pas que. Il fait aussi vacciner les malades à l'hôpital, également les nécessiteux. Et en Bavière. Ah, la Bavière, ma région préférée d'Europe. Et peut-être de tous parano. La première loi d'obligation vaccinale y est votée en 1807. Les premiers encore sur le sujet. Tous parano. Et c'est alors que les vacciноphobes, c'est le terme utilisé à l'époque, vont faire leur entrée en scène. Mais pas forcément avec les arguments qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire en reprenant le discours des anti-variolisations. Et non, parce que c'est justement chez les médecins qui pratiquent la variolisation qu'on va retrouver ces vacciноphobes, et notamment les plus véhéments. Incroyable. Si on peut tout de suite imaginer qu'ils cherchent à protéger leur business, ce qui est marrant, c'est que l'argument se retourne. Oui, effectivement, parce que c'est un nouveau marché qui vient naître, la vaccination. Pour eux, un marché qui profite de la crédulité générale et pour eux, toujours, les charlatans de la vaccine, qui promettent d'ailleurs aux grands frais de l'État de sauver le monde, ne font finalement que s'enrichir aux dépens de la population. Alors c'est certain, l'inoculation avait fait ses preuves depuis plus de 80 ans maintenant. Et ces experts, donc rodés à la pratique, considèrent avoir affaire à une nouvelle supercherie médicale. Ça fonctionnait bien jusqu'alors, pourquoi changer ? Et pour illustrer peut-être leurs arguments, leur point de vue, Gaël, j'ai envie de te proposer d'aller à la rencontre d'un médecin britannique, un personnage important, le docteur William Rowley. Ça va nous rendre parano tout ça. Celui-ci formule finalement tous les arguments anti-vaccins de l'époque. Alors on vous le présente. Ce docteur Rowley est né à Londres. De parents irlandais, il est élevé pour être chirurgien, et donc ça fonctionne. Il obtient rapidement une place dans les services royaux, tout en poursuivant ses études. Pourtant, un litige administratif qui concerne justement sa nationalité irlandaise l'empêche, après de nombreuses années d'études, d'obtenir son diplôme final de médecine à l'université. Ça sent un petit peu la revanche, mais attention, Rowley est malgré tout un homme de terrain. Il pratique l'inoculation comme ses confrères chevronnés, et il avance, d'ailleurs, que les vaccinateurs ne sont que de simples novices dans l'art de guérir. Il se plaint ainsi de la censure que la presse et le gouvernement exercent contre les arguments anti-vaccins. Et puis surtout, il pointe le nombre de morts qui suivent la vaccination. Oui, et pour prouver quand même ses dires, il publie lui-même et régulièrement des recensements de la mortalité post-vaccinale. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'accidents à cette époque-là. Des gens meurent après être vaccinés. Et à ces chiffres, il ajoute un argument assez fantastique. Il va mettre l'accent sur l'origine animale du vaccin. Il va dire qu'un transfert de fluide bovin à l'homme ne peut se faire sans conséquence. C'est-à-dire, de quelle manière ? Il va développer une idée qui s'appelle la minotorisation, c'est-à-dire l'allusion au minotaure de la mythologie grecque, une entité mi-homme, mi-taureau. Mais un matin tranquille, j'ai vu le minotaure qui me jette un regard comme l'on jette un sang. Ah oui, et cette idée va être reprise partout. La lymphe prélevée sur les vaches est considérée comme impure. Elle transformerait alors le corps humain. Et on dit ainsi que des cornes peuvent pousser sur le crâne après avoir été vacciné.
Un pamphlet de Rowley inclut une gravure en couleur qui représente un enfant chez qui la vaccination aurait provoqué l'apparition d'une tumeur, et le visage de cet enfant sur cette gravure paraît se déformer et prendre en quelque sorte la forme d'une vache. En tout cas, s'il est saisissant, l'argument de la minotorisation serait finalement un peu trop surnaturel pour durer. Ça va laisser place, peu à peu, à une autre accusation. N'oublions pas que l'on vaccine de bras à bras et que c'est très aléatoire, et que du sang corrompu mêlé à de la lymphe prélevée sur des pustules de vache, parce que c'est quand même ça, peut évidemment tuer ou rendre malade. Oui, et il y a aussi des cas de fausses vaccines qui sont rapportés. Il y a des véritables charlatans qui mentent sur leurs marchandises et qui n'offrent aucune protection face à la maladie. Oui, voire même qui peuvent empoisonner. Et puis aussi plus grave pour les vaccinateurs, il leur faut un temps pour se rendre compte en fait qu'il existe une dégénérescence des souches vaccinales. Voilà, le produit avec lequel on vaccine perd peu à peu en efficacité au fur et à mesure des générations. Les morts vaccinés avec soit du faux produit, soit des vaccines moins efficientes, sont fréquents. Conséquence de tout ce que tu viens de dire, pour ne pas paniquer et détourner les populations de la vaccination, les autorités dissimulent ces données macabres, et évidemment, cela alimente le doute sur leur honnêteté. Et c'est ça qui va faire le lit des vaccinophobe. Et ils vont de plus internationaliser le débat avec une étonnante efficacité. C'est tout un réseau d'informateurs qui se met en place partout dans le monde et qui rapporte les moindres incidents. Les uns reprenant les arguments des autres, y ajoutant une touche nouvelle, et puis ça revient plus fort. Les écrits de Rowley, qui recensaient la mortalité post-vaccinale par exemple, sont ainsi sans cesse réédités, réactualisés aux 4 coins du globe. Et avec la théorie des germes de Pasteur et les découvertes de Koch... Oui, pensez au bacille de la tuberculose, le bacille de Koch. Les décennies à venir vont voir la vaccination s'étendre à d'autres maladies. De nouveaux combats en perspective pour les vaccinophobes. Tous parano. Entre 1800 et 1864, le pionnier de la microbiologie Louis Pasteur, le célèbre inventeur du vaccin contre la rage, démontre que notre monde est peuplé d'organismes microscopiques qui vivent, meurent et se reproduisent. Ces travaux vont entraîner une révolution de l'invisible. La microbiologie, vous l'avez compris, c'est un véritable séisme dans le milieu médical. Les microbiologistes, donc comme Pasteur, sont devenus de vraies vedettes. Ces nouvelles stars en blouse blanche viennent de renverser la table des médecins et ils ne sont plus au chevet du patient, mais en laboratoire. Oui, ils ouvrent des instituts dans plusieurs villes. Ils obtiennent des budgets de recherche très importants de la part de l'État. Et ils sont finalement à la tête de grandes entreprises scientifiques. Pasteur est même surnommé le chimiste financier. C'est ainsi que les premières lignes de l'histoire de l'industrie pharmaceutique s'écrivent avec lui. Ça change tout. Les médecins sont priés de croire leurs collègues scientifiques qui sont enfermés, pourrait-on dire, dans leur tour d'ivoire. Vous vous en doutez, cela ne va pas se faire sans résistance. Pasteur a de nombreux contradicteurs, sceptique envers les découvertes qui ont été faites en laboratoire et critique également du pouvoir que cela confère, notamment contre le vaccin qui a rendu Pasteur célèbre. Oui, celui contre la rage. Continuant sur la même lancée que leurs prédécesseurs, ses opposants vont noter et publier tous les accidents sanitaires que les autorités préfèrent taire. Comme Rowley dont on vous parlait tout à l'heure. Un exemple, avec l'affaire Jules Bouillet. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé, mon bonhomme ? Je me suis fait attaquer par un chien. Le chien était enragé. Il s'est jeté sur lui, docteur. Je ne suis pas docteur, madame. Oh, examinez-le, s'il vous plaît. Monsieur, on dit que vous soignez la rage. Oh, soigner... Non, madame. Non, nous essayons de vacciner pour empêcher la maladie de se déclarer. Monsieur Pasteur, je sais ce que c'est que la rage. Je vous en prie, vaccinez-le. Ce jeune homme vacciné contre la rage en octobre 1886 meurt un mois plus tard. Alors là, ça fait grand bruit. Une autopsie est ordonnée pour mettre fin à cette polémique concernant la cause de son décès.
Elle est confiée à un certain docteur Brouardel. Oui, alors le problème c'est que c'est un ami de Pasteur. Qui conclut à une mort par insuffisance rénale, bien qu'on sache aujourd'hui que le rapport de laboratoire a été falsifié. Et bien oui, Jules Bouillet avait bel et bien la rage. Une information dissimulée à l'époque. Des rapporteurs affirment que ce docteur Brouardel avait justifié sa position envers Pasteur en ces termes. Si je ne prends pas position en votre faveur, c'est un recul immédiat de 50 ans dans l'évolution de la science. Il faut éviter cela. Toujours cette dissimulation propice à cultiver la paranoïa. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Il y a une nouveauté aussi dans ce milieu du 19e siècle, c'est l'arrivée des défenseurs de la cause animale. Oui, parce que dans les laboratoires, ces tests multiples et tous les travaux de recherche se font en premier lieu sur les animaux. Et c'est pour ça que bon nombre d'anti-vaccinateurs le sont pour des raisons en apparence secondaires. Leur ennemi, c'est la vivisection. Et je crois qu'il est temps de parler de celle qui concentre toutes les facettes de l'antipasteurisme au carrefour du 19e et du 20e siècle, Marie Huot. Ah, un sacré personnage que cette Marie Huot. Et surtout très déterminée. Oui, poétesse, femme de lettres, journaliste, féministe, militante pour les droits des animaux. Elle est née à la moitié du 19e siècle dans Lyon, puis elle rejoint Paris. Marie Huot milite pour le contrôle des naissances, notamment. Radicale dans ses idées, elle prône la disparition volontaire de l'espèce humaine par refus de procréer, quand même. Bon, à la fois par compassion pour les souffrances donc de l'espèce humaine, mais aussi pour celles qu'elle inflige aux autres animaux. Oui, mais quand même. Et puis, Huot s'est fait un nom pour son activisme spectaculaire. Carrément. Au Collège de France, 1883, on va vous donner 2 exemples. Elle agresse un scientifique avec une ombrelle, pam, au cours d'une vivisection avec un singe. Donc il faut imaginer quand même que le gars, il est au milieu d'un amphithéâtre, elle descend, et commence à lui taper dessus, lui qui était juste en train de montrer que le singe avait un foie un petit peu plus gros que les autres. Une femme déterminée, comme on disait. L'autre exemple, c'est en 1886, où elle interrompt une lecture qui faisait l'apologie du traitement contre la rage de Louis Pasteur à l'université de la Sorbonne, parce que ce traitement implique des expérimentations sur des animaux. Des chiens, des lapins, des cochons d'Inde. Et qui implique aussi des expérimentations humaines d'ailleurs, et qui peuvent se solder par la mort des cobayes, humains ou animaux. Alors elle est partisane d'une approche naturelle et traditionnelle dans le traitement des maladies. Elle assure par exemple qu'il suffit de bien cautériser une plaie pour guérir de la rage. Et pour le prouver, elle lance même un défi à Pasteur. Elle propose, Marie Huot, que elle, son fils et Louis Pasteur se fassent mordre par un chien enragé. Ouais, il faut avoir du cran quand même. Première étape. Et ensuite, que chacun se fasse soigner par le procédé qui lui semble meilleur. Ouais, malheureusement, Pasteur ne donnera jamais suite à sa demande. Oui, mais enfin bon, faut savoir quand même à sa décharge que Pasteur ne pouvait pas suivre la tonne de courriers qu'il recevait. Ses détracteurs sont nombreux, comme on l'a dit, et donc il recevait quotidiennement des lettres d'injures remplies de menaces, le vouant des tourments éternels pour avoir fait mourir quantité d'animaux dans son laboratoire. Bon, alors ces lettres venaient principalement d'Angleterre, où les ligues anti-vivisection étaient si puissantes qu'il était presque devenu impossible là-bas pour un biologiste d'inoculer le moindre lapin sans provoquer un scandale. Oui, le mouvement néanmoins aussi ses partisans en Allemagne, aux États-Unis. Marie Huot est de son côté secrétaire générale de la Ligue populaire contre la vivisection en France. Donc comme vous le comprenez, les résistances dans le monde anglo-saxon et ici s'organisent. Ces puissantes ligues assurent la défense en justice de ceux qui sont accusés de contourner la loi vaccinale et organisent des quêtes pour payer des amendes. Et ces ligues encouragent aussi leurs sympathisants à inonder les principaux journaux de lettres revendicatives ou même les laboratoires, comme Pasteur dont on vous parlait tout à l'heure. Mais malgré tout, la vaccination progresse. Jusqu'à 90% de la population anglaise est vaccinée en 1890. C'est beaucoup, alors qu'on était à 60% 30 ans avant. Des agents sont même chargés de veiller à la vaccination des nouveau-nés. Ils sont surnommés les chasseurs de bébés, parce qu'ils viennent frapper le lendemain de la naissance pour voir s'il faut vacciner. Les ennemis de la vaccination rusent alors, donnent de faux noms, de fausses adresses au moment de l'accouchement. Ils déclarent un enfant déjà vacciné pour un autre, et ils appliquent un cataplasme pour annuler l'effet du vaccin. Oui, et puis dans certains bastions anti-vaccination, comme dans la région de Manchester, des juges signent des certificats d'exemption à la demande.
On pourrait comparer aux arrêts maladie un petit peu de complaisance aujourd'hui, faisant chuter localement la couverture vaccinale en quelques mois, écoutez bien, de 90%, comme tu viens de dire Geoffroy, à 2%. Ça va plus loin. Certaines villes abolissent même purement et simplement l'obligation vaccinale. Et ça conclut de fait, voilà, de réelles victoires pour les lobbies anti-vaccins. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. L'éclatement de la Première Guerre mondiale va porter un coup dur aux vaccinophobes. Et oui, parce qu'à cette époque, on vaccine beaucoup. Dans l'armée, déjà, on se vaccine, l'esprit de corps oblige. Et avec la mobilisation de 70 millions d'hommes au cours du conflit, la couverture vaccinale va augmenter considérablement. Elle atteint par exemple 90% en France contre la typhoïde, le vaccin vient d'être découvert, et la mortalité est alors divisée par 3. Alors on pourrait penser la cause antivaccinale presque perdue. Mais en cette période où la chimie promet de changer le monde, un vaste mouvement de retour au naturel fait son apparition en réaction. Il y a d'abord une prise de conscience que la révolution industrielle a de toute évidence entraîné de la pollution. Une quantité de gens a subi des conditions de travail difficiles, dans un environnement vicié, imaginez voilà, le charbon, tout ça. Et des maladies telles que la tuberculose sont en pleine explosion. Certains médecins, fustigeant cette époque matérialiste, se replient alors vers des théories mystico-naturalistes et rompent définitivement avec la médecine officielle. Oui, c'est le cas de celui qui, encore aujourd'hui, est considéré comme le père de l'antivaccinisme français. Tous parano. Le docteur Paul Carton. Tous parano. Tous parano. C'est un personnage important qui inspire encore, c'est vrai, plus d'un siècle plus tard, nombre de thérapies dites alternatives et nourrit les arguments d'antivax contemporains. Ouais, il le qualifie de visionnaire. Un docteur Paul Carton qui n'a pourtant pas été gâté par la nature. Le petit Paul souffre d'une constitution très fragile. Il est né en région parisienne en 1875 dans une famille bourgeoise. Il est myope, il porte un corset de cuir et d'acier jour et nuit parce que le petit Paul souffre d'une scoliose. C'est quand même des handicaps de départ assez marquants, mais il parvient finalement à faire médecine. Son état de santé reste précaire, mais Paul Carton obtient son diplôme et intègre l'Institut Pasteur parisien. Puis il est nommé chef de laboratoire à l'hôpital de la Pitié. Mais c'est le petit Paul, et il n'a pas de chance dans la vie. Eh non. Et donc forcément, il déclare une tuberculose. Il est envoyé dans un sanatorium, il a 30 ans. Sa santé ne s'améliore pas immédiatement. Petit Paul. Il va avoir, attention, au moment épiphanie dans Tous parano, ce qu'il appelle une révélation. Qui le bouleverse, qui transforme ses conceptions médicales, sa vie, finalement. En fait, il lui paraît évident que la médecine fait fausse route, en se reposant sur la chimie et les médicaments. Et donc pour lui, d'un seul coup, rien ne vaut la nature et une vie saine. Ouais, il passe 3 ans dans ce sanatorium en question. Alors il retrouve peu à peu un peu de force, un petit peu, c'est le petit Paul. Petit Paul. Mais bon, il finit par en sortir avec la ferme intention finalement de diffuser ses pensées. Et il commence en 1911 à critiquer le mouvement pasteuriste. Oui, pour lui, le mouvement pasteuriste est destructeur d'organismes vivants. Voilà, c'est vrai, on cherche à tuer des micro-organismes pour rester en bonne santé. Selon Carton, en plus, avec les vaccins, les faibles survivent. On s'oppose à la sélection naturelle et on contribue à la dégénérescence de l'humanité. Oui, il préfère, lui, préconiser une méthode naturelle plutôt qu'artificielle, pour le dire simplement. Un bon régime végétarien est plus efficace que tous les vaccins ou sérums du monde. C'est vrai, un bon Ricard vaut toujours mieux qu'un bon Doliprane, quoi. Pour ceux qui ont mal au crâne le lendemain de cuite, je dis ça. Il ajoute aussi une condamnation morale assez étonnante, ne niant du coup pas l'efficacité des traitements. Il dit « Le malade soigné à coups d'aiguille et pilules guérira trop vite et pourra donc continuer de mener une vie malsaine. » Après l'immunité, l'impunité. Merveilleux jeu de mots.
Bah ouais, la médecine moderne, pour lui, apporte l'impunité. Pour lui, la maladie est là pour payer les fautes face au divin, à l'ordre naturel, quoi. Et il écrit d'ailleurs en 1925 « Le sang est une chose sacrée qui ne doit pas être profanée par la frénésie des piqûres médicamenteuses. » Les vaccins, donc. Et il faut bien comprendre que Carton, ça devient le maître à penser de toute une nouvelle génération d'adeptes de soins alternatifs naturels. C'est un véritable élan qui donnera naissance à la culture écologiste dans la seconde moitié du XXe siècle, à la faveur du retour à la nature, au New Age, aux médecines douces que l'on retrouve aujourd'hui. Tous parano. L'offre vaccinale n'en finit plus de se développer à cette époque. Les vaccins contre la coqueluche et la diphtérie arrivent en 1923, ceux contre la tuberculose en 1924 et contre la fièvre jaune et le typhus en 1932. Les anti-vaccins sont moins audibles, on peut imposer plus facilement la vaccination et en France, par exemple, le vaccin contre la diphtérie est rendu obligatoire en 1938, contre le tétanos et la typhoïde en 1940, le BCG aussi, contre la tuberculose, inventé en 1921, devient obligatoire 30 ans plus tard, en 1951. Un mot sur la variole, qui avait été un sujet de lutte pour les anti-vaccins sur presque 2 siècles du coup, est déclaré éradiqué officiellement par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, en 1979. Mais bien sûr, les ligues anti-vaccins des différents pays réfutent cette victoire du vaccin sur la maladie et préfèrent y trouver des raisons plus naturelles. Les maladies auraient disparu d'elles-mêmes, grâce notamment à l'hygiénisme. Dans les années 50-60, les pays avaient à charge de produire les vaccins pour leur population. Chacun dans son camp gérait ses stocks et ses besoins, mais à partir des années 70, ils confient ce rôle à l'OMS et ça va tout changer. L'industrie pharmaceutique ne cesse de se développer à ce moment-là et conduit peu à peu, à la fin d'une fabrication nationale et presque artisanale, peut-on dire, des vaccins, à un basculement du secteur public vers le secteur privé. Pour l'antivaccinisme, l'ennemi prioritaire n'est plus le législateur ou le médecin. C'est le laboratoire privé qui impose ses recherches, ses brevets et donc son économie. Surtout qu'arrivent sur le marché des vaccins combinés. Les enfants n'aimant pas les piqûres, c'est toujours un moment galère, et puis aussi pour le médecin d'ailleurs. Alors, une piqûre au lieu de 3, ça paraît plus simple. On combine 3 vaccins. Pensez au DT polio. Il est censé protéger à la fois de la diphtérie, le D, le T, tétanos, et polio, poliomyélite. Un autre exemple, le fameux ROR, qui lui combine les vaccins contre R, la rougeole, O, les oreillons, R, la rubéole. Le souci, c'est que la fabrication de ces vaccins combinés est plus complexe et les petits laboratoires ne peuvent suivre le rythme. Oui, les géants du secteur privé se retrouvent donc renforcés et donc les concentrations sont inévitables. Inutile de faire un dessin, c'est évidemment l'avidité de l'industrie pharmaceutique qu'on va alors mettre en cause. Et dans cette suspicion se mêlent tous les ingrédients que nous avons évoqués dans les époques antérieures et dont les anti-vaccins se sont nourris. Chimie dangereuse, pollution de nos organismes, cupidité aveugle et cynique de l'industrie pharmaceutique. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Nous arrivons donc maintenant dans les dernières décennies du XXe siècle. Les anti-vaccins d'hier sont devenus les anti-vax d'aujourd'hui. Pour raconter leur histoire, nous allons nous attacher à quelques exemples de ces dernières années, des exemples qui montrent comment le doute continue d'être entretenu. Alors commençons par l'affaire du vaccin contre la rougeole et sa supposée relation avec l'autisme. Oui, une affaire qui a fait le tour du monde suite aux révélations d'un médecin anglais du nom de Andrew Wakefield. C'est un chirurgien gastro-entérologue qui a alors 31 ans quand il publie en 1998 un article dans la très prestigieuse publication internationale de médecine générale, The Lancet. Il révèle que chez 12 enfants de 3 à 10 ans, il a observé un nouveau syndrome qui associe des troubles intestinaux et surtout autistiques qui entraînent des problèmes comportementaux chez les enfants. Et surtout, il remarque que le vaccin ROR, le premier R, souvenez-vous, c'est pour rougeole, favorise ce syndrome. Et c'est ainsi qu'il donne une conférence de presse dès la publication de son article et il enregistre également des vidéos qu'on peut qualifier d'anxiogènes qui militent pour la suspension du vaccin combiné. Je ne peux plus soutenir le vaccin ROR. Je continue d'être très favorable à l'utilisation du vaccin simple, mais les études concernant la dangerosité du vaccin ROR ne sont pas convaincantes.
Quand j'ai fait ces remarques, le vaccin simple était encore disponible au Royaume-Uni. Le gouvernement décida alors, pour des raisons qui lui sont propres, de mettre un terme à la licence d'importation du vaccin simple. Autrement dit, pour les parents, cela a rendu impossible de choisir l'option du vaccin simple. Donc, si les parents nourrissaient de véritables inquiétudes au sujet du vaccin combiné ROR, ils n'avaient d'autre choix que de refuser toute vaccination. Alors il part aux États-Unis, il rôde son discours qui devient de plus en plus alarmiste. Ouais, mais là-bas, ces révélations font l'effet d'une bombe. Et donc du coup, il est reçu partout. Et il obtient même le soutien de stars d'Hollywood, tels que Jim Carrey, Robert De Niro, dont la fille est autiste, l'immense Taxi Driver, est allé sur les plateaux de télé relayer le scandale. Le vaccin contre la rougeole provoque l'autisme. L'info fait effectivement le tour du monde et la couverture vaccinale contre la rougeole recule dans beaucoup de pays. Elle chute même de moitié dans certaines zones de l'Angleterre, par exemple. C'est complètement dingue, l'effet. Étant donné l'importance des révélations de Wakefield et l'impact qu'elles ont, des journalistes vont alors se lancer dans une contre-enquête. C'est comme ça que, 4 ans plus tard, un journaliste du Sunday Times révèle tout d'abord que Wakefield n'est peut-être pas aussi objectif qu'il le prétend. Et non, parce que Wakefield aurait déposé un brevet pour un vaccin alternatif contre la rougeole. Tiens donc, conflit d'intérêts. Encore plus incroyable, il aurait touché 700 000 $ d'une association anti-vaccin. Mais en plus, il s'avère que Wakefield aurait aussi falsifié les résultats, recruté les enfants dans des familles de la mouvance anti-vaccin, maquillé ou déformé les déclarations des parents sur la chronologie d'apparition des symptômes. Pire encore, une enquête confirme que ces enfants autistes ont été maltraités. Utilisés comme cobayes, ils auraient subi des procédures médicales invasives, inutiles. De quoi on parle concrètement? De coloscopie et de ponction lombaire. C'est dégueulasse. Et donc, suite à ces accusations, Wakefield est radié de l'ordre des médecins britanniques en 2010. Alors on pourrait penser que c'en est terminé. C'en est peut-être terminé en Europe, mais cet homme est tenace. Donc il est exilé aux États-Unis, Wakefield. Il continue son combat en toute liberté là-bas et bénéficie de nombreux soutiens. En 2016, il sort même un film pour confirmer sa thèse, donc il revient à l'attaque avec ce documentaire intitulé Vaxxed. Un film qui se base sur le témoignage d'un lanceur d'alerte qui révèle que l'Agence fédérale des États-Unis de protection de la santé publique aurait couvert le lien entre le vaccin ROR et l'autisme. J'ai attendu longtemps avant de raconter mon histoire, et maintenant je veux la raconter honnêtement. J'ai participé à tromper des millions de contribuables au sujet des effets secondaires des vaccins. Nous avons menti sur les résultats de nos recherches scientifiques. On ne peut pas croire notre agence quand elle dit qu'elle travaille à rendre le vaccin sans danger. On ne peut pas croire en sa transparence. Ce sont juste quelques pensées. William Thompson, scientifique senior à l'Agence américaine de protection de la santé publique. Et donc ce film connaît une large diffusion aux États-Unis, en Europe, en Chine, et en France aussi. Il a été même discrètement projeté au Festival de Cannes en 2017. Oui, il connaît un grand succès ce film, peut-être aussi parce que il dénonce la collusion qui peut exister entre l'État et l'industrie pharmaceutique, ce qui est toujours un thème intéressant. Surtout pour Tous Parano. Qui nous ramène, Gaël, à l'économie lucrative du vaccin. Avec plaisir. Tous Parano. Je crois que je suis parano. Tous Parano. C'est la théorie la plus importante de nos jours. Les Big Pharma s'engraissent sur le dos de notre patrimoine immunitaire. Plusieurs événements ont cristallisé cette pensée, et ici, on va pouvoir prendre pour premier exemple l'épisode de la grippe H1N1 qui est survenue au printemps 2009, tout d'abord au Mexique. Une épidémie fulgurante, par exemple, ne serait-ce qu'à Mexico City, rapidement, on décompte 59 morts et 854 cas. Et on souligne la prépondérance là-bas, justement, des jeunes parmi les victimes, donc pas des personnes fragiles. Le virus s'étend rapidement et le monde entier tente de parer à l'urgence. Le principe de précaution et la panique entraînent des prises de décision qui peuvent sembler parfois hâtives. Ça va coûter cher aux contribuables français cette histoire. 700 millions d'euros pour seulement 9% de la population qui va aller se faire vacciner. Ce qui est sûr, c'est que l'industrie pharmaceutique, avec cette affaire, a fait bon commerce. Et puis la maladie ne dure pas, puisqu'elle la surnomme, désolé pour les familles des victimes à Mexico ou ailleurs, on la surnomme grippette.
Et ouais, c'est devenu comme ça après le mot grippette, parce qu'on s'est rendu compte que le virus H1N1, apparu donc au printemps, disparaît à la fin de l'été, et donc du coup, ça laisse un grand sentiment de suspicion sur l'utilité de la vaccination. Oui, parce que comme on l'a vu, la couverture vaccinale n'a absolument pas été totale, et la maladie s'est quand même éteinte. Du coup, suspicion de voracité et d'opportunisme de l'industrie pharmaceutique. C'est ça qui règne à ce moment-là. Et ce qui va remettre de l'eau au moulin des antivax en France, quelques années plus tard, c'est la nouvelle obligation vaccinale qui arrive en 2017 pour les nourrissons. Ce sont maintenant 11 vaccins qui sont obligatoires pour les enfants nés après le 1er janvier 2018. Des maladies que l'on croyait éradiquées se développent à nouveau sur notre territoire. Des enfants meurent de la rougeole aujourd'hui en France. Dans la patrie de Pasteur, ce n'est pas admissible. L'an prochain, les vaccins pour la petite enfance, qui sont unanimement recommandés par les autorités de santé, deviendront obligatoires. Isabelle Adjani, dont les interviews sont rares, est sortie de son silence en 2017 pour donner son avis sur ce sujet. Écoutons-la. Je vous parle comme une mère qui n'a pas fait vacciner ses enfants et qui le revendique. Depuis que j'ai découvert la grande démarche propagandiste de l'industrie pharmaceutique, des laboratoires, eh bien j'ai mis en acte réel mes convictions. Parce qu'un nourrisson n'a pas son système immunitaire suffisamment développé pour pouvoir lutter contre l'inoculation de 11 maladies. Parce que qu'est-ce que c'est un vaccin ? C'est une maladie qu'on vous inocule. Pour moi, c'est vraiment une façon de détériorer, pour ne pas dire de détruire, l'éclat biologique d'un être dès sa naissance. Il s'agit d'un mensonge scientifique qui joue sur la peur des gens. Et moi, j'ai vraiment décidé dans ce domaine de ne pas avoir peur. Et j'ai fait faire des faux pour mes enfants, pour les écoles. Et si vous voulez, pour clore ce plaidoyer, je vous dirais que c'est un crime contre l'immunité qui probablement dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années sera appelé un crime contre l'humanité. Et traumatisée quand même, hein, la Adjani, là. Ouais, ou prudente, en tout cas pas en grande forme. C'est sûr. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que au vaccin obligatoire d'été polio classique s'ajoutent désormais dans la seringue 3 autres vaccins contre la méningite, la coqueluche et l'hépatite B. C'est un cocktail qui, du coup, effraie évidemment les parents, mais aussi le milieu médical. De nombreux médecins vont donc être dubitatifs face à ce fait accompli, puisqu'effectivement, il devient impossible de trouver un vaccin uniquement dédié polio. Celui qui va être la figure de proue de ce grand mouvement de défiance, pourrait-on dire, c'est le professeur Joyeux. Alors, qui est Henri Joyeux ? Henri Joyeux est un cancérologue montpelliérain de 75 ans, ancien professeur de l'université. Il est retraité depuis 2014. Il a une réputation assez sulfureuse, ce professeur Joyeux, puisqu'il mène de nombreuses croisades de défense de la famille. C'est quelqu'un qui est conservateur et qui est critiqué pour ses positions contre la pilule, l'avortement ou encore ses déclarations concernant l'homosexualité. Je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre les abus. Je ne suis pas contre la pilule, je suis contre les abus. Je ne suis pas contre les IVG, je suis contre les abus. Pas la même chose. Et j'ai des solutions à proposer pour réduire toutes ces choses-là. Il est conférencier, écrivain, il a été président de l'association Famille de France et directeur de la publication de Famille de France Magazine. Tu es abonné, Geoffroy, non ? Je trouve toujours un petit numéro de Famille de France sur la table de chevet de mon épouse. Mais c'est un fait. Tous parano. Moi, je suis parano. Le professeur Joyeux, il s'est fait connaître du grand public en 2015, justement, lorsqu'on annonce l'arrivée prochaine de ce nouveau vaccin, parce que lui, il prend fermement position contre et il lance une pétition sur son site internet. Et oui, ça va cartonner, comme dirait le petit Paul. 500 000 signatures en une semaine pour sa pétition. Qui est toujours en ligne d'ailleurs et qui recueille à ce jour plus d'1 150 000 signatures. Et donc, il va s'attaquer dans les médias à ce qu'il appelle un scandale d'État. Et puis, il n'est pas seul, il se dit appuyé par d'autres médecins. Et non des moindres, certains des plus prestigieux médecins français, comme le professeur Luc Montagnier, on le rappelle,
co-découvreur du VIH. Si vous avez des doutes sur l'origine du VIH, allez faire un petit tour sur l'épisode consacré au sida. Et dans le viseur de Professeur Joyeux, on retrouve évidemment ces 3 nouveaux vaccins qui sont désormais imposés aux nourrissons, et surtout celui contre l'hépatite B. Celui-ci étant suspecté de favoriser la sclérose en plaques depuis des années, une autre théorie anti-vaccinale contre l'hépatite B. Il dénonce aussi les adjuvants qui rentrent dans sa composition, des molécules qui sont associées depuis un siècle dans les vaccins pour stimuler le déclenchement d'une réponse immunitaire, avec là en tête des poisons pour les antivax, l'aluminium. Ce que l'on veut, c'est que tous nos petits, la loi dit qu'ils doivent vacciner avant l'âge de 18 mois, c'est la loi contre diphtérie, tétanos, polio. Mais Big Pharma, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement arrêté de fabriquer des TP. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de 18 mois, on descend à 16, de 16 à 14, de 14 à 12, de 12 à 8. Maintenant 2 mois, et attention, la campagne a démarré aux États-Unis, arrive au Canada, elle est déjà en France. On veut vacciner les mamans pendant le temps de la grossesse. Bien sûr, chez nous, je ne suis pas du tout opposé, au contraire, je suis favorable à diphtérie, tétanos, polio, mais sans aluminium. Pourquoi ils ont ajouté l'aluminium? Parce que si je vous vaccine à 2 mois votre bébé, qu'est-ce que je vous cache? Je vous cache que le système immunitaire du bébé, il n'est pas fait avant le jour après la conception. Sur son site internet, Henri Joyeux rappelle que 60% des vaccins contiennent de l'aluminium. Bien qu'il soit non opposé par principe à la vaccination, il dit clairement « Les vaccins contenant de l'aluminium doivent être refusés par les familles avec obstination ». Donc là, c'est un véritable appel à la désobéissance civile. Et pour ses propos anti-vaccination, le professeur Joyeux a été radié de l'ordre des médecins en 2016. Oui, alors il a fait appel et gagné, mais en 2018, le Conseil de l'ordre a renvoyé l'affaire en cassation pour obtenir une nouvelle fois sa radiation, affaire à suivre donc. Cette radiation n'enlève pas au fait que son discours trouve beaucoup d'écho sur Internet. Sur son site ou sur d'autres, on peut voir que l'on compare le prix de l'ancien vaccin DT polio obligatoire, qui était à 14 €, avec le nouveau combiné qui lui coûte 39 €. Donc une théorie de vente forcée qui nécessite pas beaucoup plus d'arguments pour se propager. Tous parano. Alors Gaël, pourquoi finalement nous propose-t-on ce nouveau cocktail vaccinal? Eh bien mon cher Geoffroy, pour l'argent. Tout n'est qu'une histoire de gros sous, avec des manœuvres sournoises pour exploiter les craintes légitimes de patients évidemment mal informés. Henri Joyeux rappelle sur son site que la pénurie de vaccins uniquement DT polio a été sciemment organisée pour imposer donc ce nouveau vaccin méga combiné. Il considère que nos gouvernements sont incapables de résister face au lobby de l'industrie pharmaceutique. Et puis la liste des vaccins obligatoires s'est allongée. Et finalement tout ça, ça se paye. Le coût de cette couverture obligatoire monterait maintenant à 364 € et cela ferait 245 € de plus qu'avant. Oui, l'obligation vaccinale, une poule aux œufs d'or. Pour rappel, le secteur pharmaceutique, c'est plus de 1000 milliards de chiffres d'affaires par an. Et puis sachez que les 10 leaders de l'industrie pharmaceutique mondiale... 5 groupes américains, 5 européens, pour situer un peu. Ils ont tous un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards de dollars. Et puis, ce qui ajoute à la confusion, c'est que aucun de ces énormes mastodontes pharmaceutiques, ces laboratoires, ne se trouve dans le top 10 des laboratoires innovants. Ils se contentent essentiellement de recycler leurs produits pour mettre de nouveaux vaccins superflus, selon leurs détracteurs, bien entendu, sur le marché, et ce, dans une optique évidemment uniquement financière. La variolisation, la vaccination, les découvertes scientifiques depuis Pasteur ont été à chaque fois la cible de critiques et de doutes. Le plus souvent confortées, c'est vrai, par pas mal d'accidents sanitaires. Ce qui nous est apparu de manière frappante, c'est que l'anti-vaccinisme est aussi plus largement un marqueur des évolutions de notre société. Les arguments d'aujourd'hui sont finalement le fruit d'une accumulation historique. À l'époque où la médecine balbutie, ce sont les pratiques médicales qui sont mises en cause. Un siècle plus tard, quand les États modernes mettent en place de véritables politiques de santé publique, la méfiance est là aussi de mise.
Quand notre civilisation s'industrialise, c'est en réaction une vague naturaliste qui s'empare du sujet. Au progrès spectaculaire de la science s'affirme une approche écologique de notre rapport au vivant. Et quand à la fin du XXe siècle, la mondialisation s'opère, la concentration du secteur pharmaceutique en quelques groupes transnationaux multimilliardaires entraîne une vague de défiance quant à leur réelle intention. Ce sont toutes ces strates qui fusionnent entre elles aujourd'hui pour créer un vaste marché dans lequel les antivax peuvent piocher selon leur sensibilité. Les antivax opposent leur liberté individuelle à la santé publique. Mais à leur crédit, il faut comprendre que l'immunité de groupe est abordée dans chaque pays de manière très différente. La majorité des pays n'ont aucune obligation vaccinale, rien qu'en Europe. L'Allemagne, l'Autriche, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie... La Finlande, l'Irlande, l'Islande, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède... Autant de pays qui n'ont effectivement aucune obligation vaccinale. En France maintenant. Avec 11 vaccins, nous sommes dans le pays qui a maintenant le plus de vaccins obligatoires. Et pourtant, nous sommes aussi le pays qui connaît la plus grande défiance dans le monde, avec 1 personne sur 3 qui doute de l'efficacité des vaccins. De quoi nous rendre tous parano. Allez, on se retrouve très vite avec une piqûre de rappel, je veux dire, un prochain épisode. Ça c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre et explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire ou simplement curieux de savoir, eh ben vous êtes là où il faut. C'est Tous Parano. Et comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi, écouté, mais peut-être pas assez. Alors abonnez-vous au podcast et likez, partagez, bref, conspirez pour faire de Tous Parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin peut-être pas partout, faut quand même faire attention, on n'est jamais assez parano. T'as raison, on nous écoute. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoute ? On écoute The Anti-Vax Songs. Ça sonne bien. Ouais, on ignore le nom de l'artiste, honnêtement. C'est la première fois que ça nous arrive. Mais par contre, c'est pas mal. Et il y a que 112 vues sur YouTube. On va vraiment chercher de la pépite, quoi. Ouais, au moment où on enregistre cet épisode. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il y a les 2 points de vue sur la question. The Anti-Vax Song. Yes. Yeah. Vaccinations. They're bad for your kids. Don't give your kids vaccinations. Don't you know vaccinations give your kids autism? Yeah, they are government creations. They should be in prison. Yeah, measles, mumps, rubella. I got a dead little fella. Ain't not even a problem. Got more kids, can't spare some. Ain't gotta thank Dr. Wakefield. Government can control us. Yeah, open their eyes, truth revealed. Maintain the health of a fetus. Yeah, won't be tricked by fake news. Proud believer of Andrews. A shouldn't be forced on our children. All vax schools, the real villains. A, anti-vax. Anti-vax the way to go. Andrew Wakefield, that's my man. Whoa, what? What are you talking about? Vaccines, autism, government? All of this is wrong. You have no idea what you're talking about. Let me tell you what's up. There are millions of people dying of the measles, yeah. Modern medicine saved them. Vaccines, you can't blame them. Autism's genetic. Your argument's pathetic. Wakefield was not credible. Financial gain unethical. Herd immunity is crucial. Without it, society's vulnerable, exposing kids to illness. These diseases are vicious. Vaccines ain't a conspiracy. You have got to be kidding me. Diseases are coming back. Anti-vaxxers are on crack. You like that, anti-vaxxer? Do your research next time. Look at a real study. Take care of your kids. Non mais oh, vous allez arrêter de faire autant de boucans! Il est temps de se faire vacciner contre la connerie là! Allez, coupez-moi tout ça! Tous parano.